Red Flag, un podcast de l'OME, Observatoire de la maltraitance envers les enfants. Trigger warning. Les violences sexuelles sont au cœur de cet épisode et certains passages peuvent être difficiles à entendre. Red Flag. Des jeunes témoignent. Il me pousse, je me prends un premier mur, il me repousse, je me prends le deuxième et après il me laisse descendre tranquillement. Puis après il me pousse sur son lit, puis juste il me pénètre et puis je le laisse finir et moi je pleure en fait. Après il finit et il part. Des experts décryptent et s'engagent. Derrière la maltraitance sexuelle, il y a un abus de pouvoir d'ordre sexuel, où la sexualité est utilisée pour obtenir satisfaction de l'autre. Red Flag, imaginé par Amandine Franzoni et Caroline Naudin. Nous sommes psychologues chercheuses, doctorantes à l'UNIL. Et les violences envers les jeunes, il faut en parler. Red Flag, c'est un podcast pour aider les jeunes, car la violence, c'est pas acceptable. Violence dans la famille, à l'école, dans le sport et dans le couple. Dans cet épisode, on va parler de violences sexuelles dans les couples de jeunes. C'est le témoignage de Mia qu'on va écouter, mais avant, on vous donne des informations sur le sujet. Les violences sexuelles dans le couple, ce sont toutes les formes d'actes sexuels non consentis par l'un des partenaires. Des actes de violence sans contact physique, comme le harcèlement sexuel verbal ou écrit, aux actes de violence avec contact physique, comme les attouchements des parties intimes ou même le viol. Ces actes apparaissent bien souvent dans les relations où il y a également d'autres formes de violence, de la violence physique ou psychologique par exemple. Comme tout ça se passe souvent dans une relation intime, ces comportements sont souvent minimisés ou non reconnus. Les conséquences peuvent être importantes, à court et à long terme. L'étude Optimus, menée en Suisse, montre que les victimes de violences sexuelles présentent plus de symptômes dépressifs, d'anxiété, de troubles du sommeil et des difficultés relationnelles par exemple. Mais il y a aussi beaucoup d'autres conséquences possibles. Et ça concerne malheureusement beaucoup trop de jeunes. Dans le canton de Vaud, une enquête a révélé que 13% des filles et 5% des garçons ont vécu au moins une forme de violence sexuelle dans une relation amoureuse. C'est donc important de le préciser, les garçons sont également victimes, mais les filles sont plus nombreuses. Au-delà des chiffres mentionnés, il y a des victimes, comme Mia, qui a vécu des violences sexuelles dans sa relation amoureuse lorsqu'elle était toute jeune adulte. C'est le psychologue Marco Tuberoso qui va réagir au témoignage de Mia. Il travaille à l'association Espace de soutien et de prévention abus sexuels, pour laquelle il est responsable clinique et aussi responsable prévention, conseil et formation. C'est le moment de retrouver Mia, qui raconte ce qu'elle a vécu. Pour rappel, ce témoignage peut être difficile à entendre pour certaines personnes. J'étais au début de mon parcours universitaire. Et je rencontre ce garçon qui est mon premier amour. Il a l'air super, et ça se voit qu'il est intelligent, je sais pas, j'avais un bon sentiment à ce moment-là. Tout démarre assez bien, même si rapidement j'entends des trucs qui sont pas très normaux. Je me rappelle un soir, ça m'a marqué, j'étais chez lui. On parle de son ancienne copine. Et il m'explique certaines pratiques qu'ils avaient. Quand ils fixaient un rendez-vous, à telle heure, fallait qu'elle y soit, sinon elle serait punie. Elle avait toujours tort, il avait toujours raison. Et que ça lui arrivait de la violenter avec une ceinture. Du coup, je ne savais pas si c'était un jeu dans la sexualité ou pas. Donc moi, je me rappelle, ce soir-là, j'entends tout ça. Je suis allongée à côté de lui dans le noir. Et je me rappelle que je pleure, je suis un peu choquée. Ça a commencé un peu dans la manipulation avec le recul, mais il me dit avec moi, il fera jamais ça, qu'il m'aime trop pour ça, qu'il veut me protéger, etc. Puis là, ça faisait quelques semaines qu'on était ensemble, ça faisait pas très longtemps. Du coup, c'était beaucoup de pics émotionnels très hauts et très bas. Le jour de mon anniversaire, j'ai l'impression que ça marque le tournant de avant c'était un peu marrant et un peu insouciant à on est rentré un peu dans de la violence à partir de ce moment-là. Déjà il a pris des risques inconsidérés, on faisait de la luge et puis il était totalement inconscient dans
Enfin, au bout d'un moment, on a fait une sortie de piste et j'ai percuté un arbre. Gros trou noir pendant je sais pas combien de temps. Puis je me réveille, j'ai mal à la jambe, j'ai mal partout. Il essaye de me réveiller et puis j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à me relever. On rentre chez nous et puis donc j'avais toutes ces douleurs-là après cet accident. Et le soir même, il commence à me forcer à faire des pratiques que j'avais pas forcément envie de faire, des pratiques sexuelles. Et puis à l'époque, j'avais pas de contraception, donc on utilisait le préservatif. C'est un peu cru, ce que je vais dire, mais à un moment donné, il me demande qu'on fasse une levrette. Et moi, j'avais jamais fait, donc j'étais un peu stressée. Et mon corps, je sentais je me raidissait, et puis j'avais encore mes douleurs du matin même. Il essaye de me pénétrer, ça marche pas, il commence à s'énerver. Il dit que c'est de ma faute, que j'ai des jambes trop longues, enfin j'en sais rien. Bref, il commence à un peu s'énerver contre moi, à dire que c'est moi le problème. Et il force, il continue, et puis au bout d'un moment, il arrive à rentrer, sauf que moi, avec le stress, j'étais plus lubrifiée, j'avais plus envie. Et en fait, le préservatif craque. Il finit en moi, et puis en fait, on se rend compte après, et moi, je pleure, parce que l'angoisse de pouvoir être enceinte, c'était pas possible. Et à ce moment-là, il s'est montré très rassurant. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, on va chercher un endroit pour que tu prennes la pilule du lendemain demain. Il était à mes côtés, mais il venait quand même de franchir une ligne où moi, j'avais pas envie de faire ce qu'il a voulu faire. Le lendemain, donc, on trouve une pharmacie d'urgence et je vais chercher la pilule du lendemain. Et puis à partir de ce jour-là, c'est un peu comme si j'avais ouvert le portail de en fait tout est un peu permis et il sait que de toute façon je vais rien faire, que je vais dire oui à tout et que j'étais trop amoureuse et trop dans le déni pour mettre mes limites en fait. Et à partir de là, en gros il s'est passé 5 mois de violence. Beaucoup de violences psychologiques. Il me disait souvent que lui voulait coucher avec des femmes qui avaient eu personne avant, parce que sinon c'était des salopes. Donc moi, il me disait que j'étais pas une salope, même si j'avais eu quelqu'un avant lui. Mais du coup, j'entendais finalement, en fait, t'es une salope, vu que t'as eu une personne avant. Il y avait toujours ce truc très rabaissant de lui, il domine, mais aussi que moi, je suis soumise. Et puis, il me disait toujours, après qu'on ait fait l'amour, il me disait toujours, va te doucher, t'es sale. Franchement, ça me dégoûte. Il me repoussait, etc. Moi, juste, je m'exécutais, je réfléchissais pas trop. Il me poussait à faire des trucs de plus en plus extrêmes, ou en tout cas des trucs que j'avais pas forcément envie de faire. Ça, il aimait beaucoup, me toucher dans des lieux publics. Ça arrivait même... En fait, tout le temps, partout, il était constamment en train de me rabaisser, qu'il allait trouver quelqu'un de plus belle que moi, quelqu'un de plus intelligent. Il habitait dans une grande maison, seulement avec l'un de ses parents. Et il voulait à tout prix que je me déshabille dans le salon qui donnait face à la porte d'entrée, avec des baies vitrées derrière. Puis moi, j'avais le stress que le parent en question rentre, avec comme vue plongeante son fils et sa copine sur le canapé. Ce moment-là, je me rappelle qu'il essaye de me pénétrer, puis il dit « Ah, j'arrive pas, le canapé il est trop petit ». Il commence à s'énerver. Et donc il me lève brusquement par les aisselles, il me soulève et il me dit « Descends à ma chambre ». Et donc moi j'essaye d'attraper mes vêtements et il me pousse, je n'arrive pas donc à les attraper. Là je comprends que j'ai pas le choix, je dois laisser mes vêtements là. Et on descend et il me pousse dans les escaliers. C'était un escalier qui tourne, donc il me pousse, je me prends un premier mur, il me repousse, je me prends le deuxième et après il me laisse descendre tranquillement. Puis après il me pousse sur son lit, puis juste il me pénètre et puis je le laisse finir et moi je pleure en fait après. Il finit et il part et moi je suis là en train de pleurer. Et je pense que ça c'était une des fois que j'ai le plus mal vécu parce que je m'en rappelle déjà.
Et parce qu'en fait, pour la première fois, je pense, je me suis sentie comme un trou. Je me suis sentie vide. Je me suis sentie utilisée comme un objet. En fait, j'étais plus humaine. J'avais trop honte. Je me rendais pas compte que ce qui s'était passé, c'était pas normal. Moi, je me disais juste que c'était sa manière de m'aimer. Et en fait, j'en parlais à personne. Personne ne voyait parce que c'était le gendre idéal dans mes parents. Il était très gentil, très intelligent. En fait, j'en parlais à personne parce que en fait, je me disais que c'était normal ce que je vivais et que je le méritais un peu en fait. Marco Tuberoso. Dans son témoignage, Mia nous parle de différents épisodes très intenses. Quels sont les types de violences qu'elle a subis selon vous ? Je pense qu'on peut dire toutes, hein. Maltraitance physique, maltraitance psychologique, maltraitance sexuelle, une forme de négligence. La négligence, on l'entend plus en règle générale entre parents sur enfants, mais là il y a de la négligence. Et c'est pour ça qu'aussi que nous, on explicite que la maltraitance sexuelle vient toujours avec les autres. Et que les autres, en règle générale, rendent possible l'arrivée à la maltraitance sexuelle. Je pense que si c'était montré maltraitant sexuel avec elle dès le départ, ça aurait été un warning. Et ça me fait un peu penser au vieux conte de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Où vous prenez une grenouille, vous la mettez dans un bain d'eau froide, vous allumez un petit peu l'eau, elle devient de plus en plus chaude, et puis la grenouille se laisse cuire. Et alors que si vous prenez une grenouille d'un bain froid, vous la mettez directement dans la même eau chaude, elle va se rendre compte directement. Et là, effectivement, ça me fait aussi penser à ce que nous, on donne en formation, quand on parle du mélange d'emprise physique, d'emprise violente. Là, il y a de l'emprise violente, je te pousse, je te tape, etc., avec l'emprise séductrice. Et elles se mélangent, les deux. Comme Mowgli face à Shere Khan, il se rend compte qu'il y a du danger. Par contre, face à Kaa le serpent, elle s'en rend moins compte. Et puis ce qui est édifiant et malheureusement assez courant dans ce qu'on voit, c'est le fait que ce garçon a un double message. Il lui dit les femmes qui ont des partenaires précédents, c'est des salopes, mais toi t'es pas comme ça. Et effectivement, puis elle le relève bien. Il y a un double message. Et face à un double message, on ne sait plus quoi faire. Et effectivement, il y a de la phase manipulatoire. Et c'est pour ça que nous, on parle souvent d'abus sexuels d'abord avant de parler de violence sexuelle, pour vraiment montrer que derrière l'abus sexuel, si je peux le dire comme ça, c'est un abus de pouvoir où la sexualité est utilisée pour obtenir satisfaction de l'autre. Ça ne veut pas dire que lorsque l'on est en thérapie, on ne dit pas aux personnes, on ne va pas les faire prendre conscience qu'il y a de la violence, que c'est de la violence, mais on est tellement face à des personnes qui ont vécu de la manipulation, comme Kaa le serpent, qu'au départ, elles ne se rendent pas compte que c'est de la violence. C'est pour ça que nous, on s'appelle plutôt abus sexuel. C'est pour vraiment signifier que derrière la maltraitance sexuelle, il y a un abus de pouvoir d'ordre sexuel. Travaillant avec des personnes autrices d'infractions à caractère sexuel, il y a plein de choses qui m'ont fait tilt. Et pour moi, ce jeune homme a certainement vécu dans un univers maltraitant, où il en a acquis les codes. Acquis les codes, non pas parce qu'il voulait les acquérir, mais pour pouvoir se protéger. Ça me fait penser à un jeune ado que je suis, qui a été auteur d'infractions à caractère sexuel, mais qui, lui, est victime de harcèlement scolaire, mais harcèlement scolaire où on le met à poil, où on le prend par le cou, on le soulève par le cou, etc. Puis qui vous dit « ouais, mais c'est pas si grave que ça ». Donc, c'est pas pour dédouaner, là, c'est vraiment pas le but, mais c'est aussi pour expliciter que certaines fois, des personnes n'ont plus les barrières au bon niveau, parce que finalement, ils ont tellement vécu de choses que pour eux, c'est normal. Quand on est victime, le fait de devenir agresseur soi-même, ça permet de sortir de la position de victime. Et être victime, elle l'explicite bien, Mia, c'est finalement être réduit à rien, entre guillemets. Ne plus avoir de possibilité d'agir. Donc le fait, c'est impossible, quand j'ai été victime, de me dire que je ne vais plus agir. Puis il y a des personnes qui vont devenir autrices. Ça ne minimise absolument pas ce qu'il est fait qu'il a posé. Ça ne veut pas dire que c'est
permis pour autant. C'est pas des circonstances atténuantes, mais c'est des circonstances qui explicitent. Et c'est vrai que le tout début, quand elle dit « il me raconte qu'avec son ex, etc. », ben, souvent on se dit « ouais, il n'est pas si méchant que ça, ou avec moi ce sera pas comme ça », mais son corps réagit puisqu'elle pleure. Et là, ça aurait vraiment dû être un premier trigger qui aurait pu être important, de se dire « waouh, s'il le dit, qu'est-ce qu'il peut faire du coup ?» Ce serait peut-être un message à transmettre. Dès qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de « waouh, comment c'est possible que j'ai entendu ça ?» C'est certainement la pointe d'iceberg, autre chose. Et malheureusement, Mia a vécu ensuite les autres choses. Mais c'est compliqué quand on est pris dans une relation amoureuse. Avec moi, ce ne sera pas comme ça, mais c'est le genre idéal, mais il est gentil, etc. Et là, on voit toute l'emprise de la violence conjugale. Mia nous parle de façon très touchante de la manière dont elle se sentait et qu'elle pensait que c'était sa façon d'aimer à lui et que c'était normal. Mais comment on doit se sentir dans une relation qui est saine ? Comment on peut explorer sa sexualité, tester des nouvelles pratiques si on en a envie, mais en se sentant en sécurité ? Je vais dire des choses qui vont peut-être paraître bateaux, mais de pouvoir parler des pratiques et de pouvoir dire moi je me sens pas. Et l'autre doit pas dire allez, on le fait, ou n'importe quelle autre chose c'était nul, mais les autres le font, etc. C'est ok du moment que les deux partenaires sont ok. Quand est-ce que je sors entre guillemets de ma zone de confort puis que j'accepte quelque chose que je ne connais pas, et quand est-ce que j'ai passé ma barrière puis qu'elle est tellement loin que finalement je la vois même plus, ma barrière où j'aurais pas voulu dépasser. Et ça, c'est une sacrée question. Qu'est-ce qui est le compromis, de qu'est-ce qui n'est pas du compromis. Mais ça doit être possible d'être discuté. Elle le dit, enfin c'est un peu ce que j'ai entendu entre les lignes. Est-ce qu'il est sadomaso ? Demi, soumis, qui est un grand truc actuellement que vous voyez un peu sur les réseaux, ou dans la pornographie et autres. Pourquoi pas ? Mais par contre, du moment que tout le monde est d'accord. Ça peut être comme on décide d'ouvrir le couple, et puis de le faire à plusieurs, puis régulièrement, puis machin. Je m'en fous, je veux dire, on laisse tomber la morale du moment que tout le monde est ok. Et ça veut pas dire que parce qu'un jour j'ai dit que j'étais ok pour être polyamoureux, amoureuse, que 3 mois plus tard je remarque que ça me va pas du tout, j'ai le droit de revenir en arrière. Alors oui, ça risque d'être compliqué pour l'autre, ça risque d'être compliqué de le dire. Et en même temps, c'est la réalité. Mais dans ces moments d'intimité, c'est vrai que c'est pas simple. C'est absolument pas simple. Le plus important, du coup, c'est d'en discuter. C'est d'en discuter, et dès qu'il y a un « allez, fais-le » ou quoi que ce soit qui est rabaissant parce que les autres le font et pas toi, c'est pas un problème, casse-toi. À présent, je vous propose qu'on écoute la suite du témoignage de Mia. J'ai mal dormi après ça pendant des semaines. À cette époque-là, j'étais déjà sous antidépresseurs parce qu'en fait, j'allais juste mourir si je n'étais pas sous antidépresseurs. J'ai essayé de me reconstruire après ça. J'ai repris des médicaments et j'ai essayé de nouveau d'aller en thérapie. Dans ma première thérapie, j'avais essayé de dire que j'avais vécu des violences. Mais en fait, la psy en question, elle banalisait ça parce que j'étais jeune. Elle disait que ouais, mais ça arrive entre jeunes adultes, ça arrive quoi, on est un peu extrême, on est un peu des ados, voilà. Elle m'expliquait que ça pouvait arriver et que c'était pas grave. Et quand bien même je lui racontais quand même des viols, en fait, je mettais pas les mots de viol, de violence, voilà, mais c'était tout ce que j'essayais de dire en fait, et j'essayais de trouver l'aide d'un adulte, et en fait elle n'a pas saisi la perche. Les symptômes somatiques, ils revenaient, je perdais beaucoup de poids, je prenais beaucoup de poids, j'avais des hallucinations quand je conduisais, j'avais comme une sorte d'énergie, ou je sais pas, qui me disait de tourner le volant et de faire un tonneau et de mourir. Et puis ouais, après cette relation, jusqu'à aujourd'hui, donc il y a des phases où j'ai encore envie de mourir. Je suis encore sous médicaments. J'ai fait de la thérapie EMDR pour essayer de soigner mes traumas. Aujourd'hui, ça va quand même mieux parce que
j'ai quand même réussi à libérer ma parole. Et ouais, c'est un peu un combat tous les jours d'essayer de pas engloutir tout le frigo, d'essayer de faire du sport pour faire en sorte de me réapproprier mon corps. La sexualité, c'est encore assez compliqué. Je me sens souvent comme une salope. Je me sens assez sale. Enfin voilà. Alors déjà, je suis en colère contre la psy qui l'a vu. Hein. Je veux bien qu'on ne soit pas tous et toutes formés en psychotraumatologie. Et en même temps, ce qu'elle raconte, c'est des activations somatiques, c'est des flashbacks ou des... il peut être autant visuel qu'auditif, parce que là aussi, hein, j'entends une voix qui me dit « tourne le volant ». Enfin, c'est quelque chose que je peux entendre quelque part de l'injonction de cet agresseur qui lui dit que t'es une salope aussi. Enfin, voilà. Le fait de vouloir se réapproprier son corps, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Les conséquences d'avoir été victime de maltraitance comme elle le dit, maltraitance sexuelle, c'est une perte de repère dans les valeurs existentielles de l'être humain. Valeurs existentielles qui sont, en règle générale, le monde est gentil, les gens sont gentils. Parce que si on sort de chez nous en pensant que de toute façon tout le monde est méchant, bonjour la vie qu'on a. Mais quelque part, son corps, c'est ça qui lui dit. Je suis content qu'elle ait fait de l'EMDR, c'est un bout de thérapie psychocorporelle. Moi, je lui proposerais d'autres thérapies d'ordre psychocorporel pour comprendre aussi ce qui se passe dans son corps. Selon comment, par exemple, est le corps dans mon lit, ça peut être un déclencheur, un trigger qui fait qu'elle a l'impression qu'il ne s'est rien passé, puis qu'elle part en crise d'angoisse, mais que concrètement, son corps s'est rappelé de quelque chose. Et du coup, la réappropriation de son corps, c'est une étape importante quand on a vécu toutes ces violences? Oui. On n'est plus qu'une seule tête. En gros, on n'a plus que la tête, puis le corps n'existe plus. Hein. Et puis que quand je suis dans les choses extrêmes, c'est là où je sens mon corps. Typiquement, hein, elle dit c'est voir le frigo et puis pas dire que je vais tout engloutir. Parce que je peux imaginer que lorsqu'elle engloutit tout, elle sent enfin son corps. Mais oui, pour réussir à survivre à la maltraitance, le corps se coupe. La tête coupe des ressentis. Ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas exister quand il n'y a pas quelque chose de suffisamment fort au niveau de mon corps. Pour pouvoir sentir ce fait d'être à satiété, hein, d'être pleine au niveau du corps, elle va manger beaucoup. Et est-ce que d'aller voir par exemple un professionnel, une psy, un psy, et qui reconnaissent que ce qu'on a vécu c'est des violences, c'est important aussi pour se reconstruire? C'est un parti pris théorique qu'on a à Espace. On ne peut pas être en neutralité thérapeutique. Ça n'existe pas de notre point de vue. On doit pouvoir nommer les choses. Ça permet la reconnaissance, dire non, c'est pas ok, c'est interdit par la loi. Nous, on va beaucoup aussi se référer à la loi, c'est interdit par la loi. Ce qui est intéressant quand on dit que c'est pénal, ça ne veut pas dire que je vais porter plainte, mais ça veut dire que c'est la loi qui l'interdit, donc quelque part qui est au-delà de la loi de l'agresseur. Ça ne veut pas dire ensuite que la loi va punir à la hauteur de. Ça, c'est encore autre chose. Mais par contre, ça me permet à moi, en tant que personne qui a subi, de savoir qu'il y a des possibilités d'action. On retrouve Mia, qui exprime ce qu'elle pense qui aurait pu l'aider au moment où elle subissait ces violences, et qui nous parle aussi de la difficulté à se sentir légitime. Je pense que j'aurais besoin d'entendre l'histoire d'un profil comme le mien, d'une étudiante qui a vécu ça alors qu'elle était tout juste, je sais pas, dans la vingtaine. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais l'idée que les violences conjugales, c'était quand on est plus âgé, je sais pas, quand on a 35 ans, qu'on est bien établi et que c'est un conjoint violent parce qu'il a bu de l'alcool ou je sais pas quoi. J'avais jamais conscientisé le fait que, en fait, ce que j'ai vécu, ça arrive à tellement de gens, mais en fait, personne n'en parle.
Et que parce que les séquelles ne sont physiquement pas visibles, bah en fait, voilà, on n'en parle pas. Donc qu'en fait, je puisse me reconnaître en quelqu'un qui a vécu le peu que j'ai vécu. Et là, peut-être que je me serais dit avec quelque chose de pas normal. Et puis après, j'imagine plus de prévention de manière générale, mais la violence chez les jeunes, enfin, en tout cas dans des jeunes couples, je trouve que c'est vraiment un sujet qui n'est pas pris au sérieux. Quand on se sent pas légitime, je pense, à se dire qu'on a été victime de violence parce que c'était pas assez violent, bah en fait on réalise pas et juste, pour moi c'était, je mettais pas le mot de viol parce que bon bah en fait on était un couple et il m'a pénétré, j'avais pas très envie, mais bon. Dans cet extrait, Mia nous parle de différentes choses, notamment des représentations qu'on peut avoir de ce que c'est la violence conjugale. C'est important de pouvoir se reconnaître dans l'histoire de quelqu'un pour qu'on comprenne ce qu'on vit et pour qu'on comprenne ce qui est normal et pas normal. Complètement. La maltraitance, la violence vient faire en sorte d'exacerber le sentiment de solitude, qui est une des questions existentielles de l'être humain. Moi seul face à. Parce que finalement, face à plein de choses, on reste seul. Même si on est entouré, mais chaque être humain doit faire face à quelque chose seul. De pouvoir entendre que d'autres ont vécu des choses similaires, ça peut être vraiment très utile pour un bout sortir de cette solitude existentielle. Et là, je peux malheureusement pas m'empêcher de voir à quel point il y a encore un bout à la minimiser, en disant le peu qui m'est arrivé. Alors, j'ai envie de dire, mais waouh, c'est pas peu, c'est un mécanisme de défense qu'on a qui est normal, mais et même si c'était qu'une seule fois et un peu, ton corps l'a pris pour quelque chose de terrible. Et je pense que le fait qu'elle puisse, si elle avait pu entendre d'autres personnes, disant qu'elles avaient vécu quelque chose de similaire, ça peut être utile. La violence entre couples jeunes, ça existe. Red flag. Et est-ce que entendre des témoignages d'autres gens qui ont vécu des choses similaires, ça aide à se sentir légitime? Parce que Mia nous parle de sa difficulté à se sentir légitime. Ça peut être utile, effectivement. Est-ce que je peux dire que je suis légitime alors qu'il y a des bombes qui pleuvent partout dans le monde, quoi? Enfin, du moment que j'ai des symptômes, bah oui, je suis légitime. Et c'est aussi pour ça que la LAVI, la loi d'aide aux victimes d'infractions, a été créée en 93 dans mon souvenir, pour justement permettre aux personnes d'être reconnues sans avoir forcément besoin de porter plainte. C'était très important pour Mia de témoigner. Elle explique pourquoi. Si ça peut juste servir à ce qu'une personne se rende compte que ce qu'elle vit, c'est pas normal, ou se rendre compte qu'il faut qu'elle en parle. J'ai tellement fait de choses pas bien dans tout ce parcours où je me suis isolée, j'en ai parlé à personne. Si au moins ça peut toucher une personne et que une personne réalise ou que ça résonne chez une personne, ce serait chouette. J'aimerais dire aux jeunes qui écoutent que vous n'êtes pas seuls, qu'il y a des possibilités de se faire aider, de se faire accompagner. Ne restez pas seuls en fait. En parler si possible. C'est important de ne pas rester seul? Oui, comme je disais avant, oui, effectivement. Sortir de la solitude existentielle dans laquelle l'agresseur me met. Dans tous les cas, c'est toujours la responsabilité de l'agresseur de ce qui se passe. C'est pas la responsabilité de la personne victime. Pouvoir témoigner, c'est de pouvoir sortir aussi du tabou dans lequel nous met l'agresseur. Tu dois pas en parler, ça reste entre nous. Même s'il le dit pas de manière concrète, mais ça sointe le fait de « tu ne parleras pas ». D'ailleurs, si tu parles, personne ne te croira. Je suis le gendre idéal. C'est joli qu'elle dit, si ça peut permettre à une personne d'en sortir et quelque part pouvoir justement sortir de la position de victime en reprenant une certaine forme d'action sur les choses qui peuvent être faites ou que je peux faire. Et comment on peut demander de l'aide? Alors oui, elle est professionnelle. Les jeunes qui sont en formation, en règle générale, dans les écoles de formation, il y a une infirmerie. Ça pourrait être un premier pas. C'est de pouvoir en parler, commencer peut-être avec une personne de confiance, un ami, une amie à qui je peux dire, mais voilà, moi je vais pas bien, et puis voilà ce qui m'arrive. La vie, pour aller un peu clarifier. Mais voilà, pour pouvoir en parler, il faut savoir que ce que j'ai vécu, c'est pas OK. Si on soupçonne ou on voit que
un proche, un ami, une amie, un frère ou une sœur est dans cette situation, faut pas hésiter à lui laisser un espace de parole. Exactement. Puis pouvoir dire, hein, mais moi je suis inquiet. Moi je suis inquiète. Ça fait quelque temps que je te vois avec des bleus, ou que je vois que t'as changé de comportement, t'es devenu plus renfermé. Des fois, ça peut être juste, je te dis que je suis inquiet. Peut-être que c'est mon inquiétude, donc c'est à moi de la gérer. Puis d'un autre côté, ça permet de dire aussi à l'autre, il y a quelque chose qui peut se voir. Ça peut être le premier déclencheur de dire, ah ouais, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose de pas ok. Des fois, on n'ose pas dire, ou on a peur de perdre l'amitié de l'autre en disant quelque chose. Mais sans dire, tu devrais le quitter. Mais pouvoir dire, waouh, ce que tu me dis, waouh, moi ça m'interpelle, waouh, enfin, voilà. Ou je vois que tu changes. Parce qu'elle dit, hein, à son anniversaire, les choses ont changé. Ou quand elle explicite qu'il était sur cette luge, et puis il est dangereux, enfin, sur cette luge, elle se fait mal. Je pense que ses amis ont peut-être dû voir qu'elle boitait, puis pour lui poser la question. Mais c'est vrai qu'on est des fois très pudiques. Nous, on propose souvent de plutôt poser la question dans qu'est-ce que, plutôt que les questions en pourquoi. Les questions pourquoi sont vite vues comme accusatrices. Si l'autre se braque, on arrête. Mais par contre, donner la possibilité à l'autre de parler. Voici la question que Mia a souhaité vous adresser, Marco Tuberoso. Pourquoi est-ce que les violences dans les couples de jeunes sont tellement banalisées, sont tellement peu considérées comme des vraies violences? Tout simplement le déni. Le monde merveilleux de l'enfance. Vous vous rappelez, hein, ce qu'on dit tout le temps, le monde merveilleux de l'enfance. Tout le monde sait que l'adolescence c'est moins merveilleux que ça. Mais bon, bref. Mais c'est que ça vient en contradiction avec ce en quoi on veut croire. Bah oui, ça vient heurter vos conceptions de la vie. La majorité des gens ne veulent pas voir ça. Parce que ça vient changer ma vision existentielle sur le monde. Tout comme le fait qu'une femme, ça n'agresse pas. Ça n'agresse pas sexuellement, ça n'a pas de pénis. Donc on est face à ces tabous dans le tabou, tout simplement parce que ça vient heurter encore plus fortement mon système de croyance et de valeurs. Mais par contre, c'est notre rôle. Donc quand les gens viennent vers nous, c'est notre rôle de pouvoir verbaliser les choses. Un grand merci Marco Tuberoso pour cette intervention dans cet épisode. Avant de terminer, nous aimerions revenir sur certaines situations pour savoir si ce sont des red flags ou non. Faire certaines pratiques sexuelles même si on n'en a pas envie. Red flag? A priori, si je fais quelque chose que je n'ai pas envie, c'est déjà un signe que je dois pouvoir en parler à l'autre et dire que je n'ai pas envie. Donc potentiellement red flag. Dépasser des limites et après être très gentil. Red flag. Allez, aucun doute. Imaginez-vous que vous êtes face à K, le serpent, qui, en gros, où c'est l'infirmier qui vous tape dessus, qui vous fait des bleus, puis qu'ensuite il vient vous mettre des sparadraps. Non, red flag. Que le ou la partenaire nous compare à son ancienne relation. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui le font. Ça dépend comment moi je vais le vivre. Si je dis, mais écoute, ton ancienne relation, c'est ton ancienne relation, quelque part ça fait partie de ta vie, ça dépend, est-ce que j'en parle pour dire, bah voilà ce que j'ai vécu, puis ça fait partie de moi, puis que j'ai envie de te partager, mais pas comparer. Moi, c'est le terme comparer qui me pose problème. Et les insultes dans le couple. Red flag. Et comment on reconnaît tous ces red flags? Savoir qu'ils existent. Mais à nouveau, j'ai le droit de ne pas me sentir ok. Et il y a le fameux ouais, mais allez, t'es pas drôle, on peut plus rien faire avec toi. T'as toujours envie d'une camomille à 10h le soir. Enfin, viens, bouge-toi, t'es vieille ou t'es vieux. Bah ouais, alors c'est toute la question de quand est-ce que je suis d'accord de sortir un bout de ma zone, de ce qu'on appelle la zone de confort. Puis après, biologiquement, la zone de confort, elle est tout à fait normale. Parce que ce qui va à l'extérieur, ça fait peur. Donc, est-ce que je sors un peu, je suis ok? Très bien. Mais par contre, l'autre n'a pas à m'obliger. Si ce que vous venez d'entendre vous fait penser à une situation que vous vivez, ou vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont en description de l'épisode. Un grand merci également à Mia pour son témoignage, parce que c'est pas facile de parler. C'est grâce à des témoignages comme le sien qu'on participe à la lutte contre la violence envers les jeunes. La violence, c'est pas ok, et une chose est sûre, ça ne le sera jamais. On sait que c'est pas facile, mais essayez de ne pas rester seul.